Alhamdulillah wada, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Ya ibadallah, assalamu alaikum wa rahmatullah. Les meilleures louanges sont incontestablement destinées à Allah, Allah l'unique sans fils, Allah le créateur de l'univers et de tout ce qui s'y trouve. Que la paix et la bénédiction de la sur Muhammad, ainsi que sur sa famille pieuse, ses valeureux compagnons et tous ceux qui le suivront jusqu'au jour de la rétribution. Adorateur d'Allah, aucun domaine n'est épargné. L'automobile, la téléphonie, l'internet, l'intelligence artificielle bat son plein et suscite espoir chez certains et inquiétude chez d'autres. Les machines envahissent petit à petit notre quotidien et se perfectionnent, tendant vers l'intelligence humaine. Et l'islam dans tout ça, que dit-il? Quel est le regard du Coran et de la Sunna vis-à-vis de l'intelligence artificielle? Quelle attitude adopter pour les fidèles musulmans? Réponse dans cette émission des victimes de l'islam. Très chers téléspectateurs, mesdames, mademoiselles, messieurs, bienvenue sur ce plateau de votre émission islamique sur Canal D International. Trois articulations au menu de cette émission: l'entretien au cœur de la société, mais aussi et surtout la cérémonie de Saint Al-Qur'an al-Karim. Quoi de meilleur donc que de commencer en écoutant, mais surtout en méditant la parole d'Allah, exalté soit-il. من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقيني وإذا مرضت فهو يشفيني والذي يميتني ثم يحييني والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ربي زدني علما. Mesdames, mademoiselles, messieurs, votre fidélité nous honore sur le canal d'International. Bienvenue sur ce plateau de votre émission Victimes de l'Islam, où nous allons aujourd'hui parler d'un sujet de l'heure. Nous allons décrypter, commenter l'analyse et l'intelligence artificielle. Et pour cela, nous sommes en compagnie d'un imam, d'un chercheur, Cheikh Mohamed Goubon. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, ya Cheikh. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Une fois de plus, qu'Allah vous récompense d'accepter notre invitation. Ce n'est pas la première fois que vous êtes là sur ce plateau de l'émission Victimes de l'Islam pour nous orienter par rapport à l'islam. Qu'Allah vous récompense. Vous êtes imam, vous êtes enseignant, vous êtes prédicateur, mais aussi combattant dans la lumière. Avec vous aujourd'hui, nous allons parler de long en large et en profondeur, dans la mesure du possible, sur l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, c'est une expression d'actualité
il suffit d'ouvrir sa télévision pour entendre parler d'intelligence artificielle. À l'école, on en parle un peu partout. C'est devenu dans notre quotidien. Cheikh, je voudrais vous demander d'entrée de jeu, qu'est-ce qu'on doit comprendre par cette expression, intelligence artificielle? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu wa salam ala Rasulillah. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah, chers téléspectateurs. Merci pour la question et merci également pour l'invitation et l'opportunité de partager avec nos frères et sœurs du monde ce sujet qui est tant sollicité et exercé dans d'autres parties du monde, mais qui est aussi beaucoup ignoré là où nous nous trouvons. Pour comprendre ce que c'est l'intelligence artificielle, essayons d'abord de poser la question, c'est quoi l'intelligence d'une manière générale? Lorsqu'Allah il a dit dans le Coran, et on a compté, j'ai demandé à une de mes épouses de compter une fois, il a compté au moins 87 fois où l'expression Afala tatafakkarun est répétée par le Créateur. Ya ulil albab, et des choses comme ça. Ça demande à réfléchir. Donc, c'est quoi d'abord l'intelligence? L'intelligence, c'est la capacité de capturer, de processer et d'utiliser des informations et des signaux sensoriels parmi tant d'autres qualités d'information. Et cela peut être évalué sur le plan individuel comme sur le plan collectif. Ça veut dire qu'un individu peut être intelligent, mais une société, une nation aussi peut être intelligent. Et il y a eu beaucoup de tentatives dans le passé pour essayer d'élucider les différents degrés d'intelligence des autres créatures. Et cela serait une bonne façon d'introduire le sujet. Par exemple, on testait un singe, on donne au singe une banane, le singe connaît la banane. Maintenant, à la prochaine fois, on donne au singe plutôt un bâton, mais on met une banane loin de la portée de sa main, mais en se servant du bâton, elle peut tirer la banane pour amener vers lui. Est-ce qu'il sera assez intelligent pour savoir que si je ramasse ce bâton et que je me sers de ce bâton pour rapprocher la banane, je pourrais donc consommer la banane? Certains singes vont réussir, d'autres pas. Ceux qui ont réussi sont plus intelligents que ceux qui ne l'ont pas vu. Deuxième étape, on met le singe attaché dans le même endroit, on met un bâton, mais qui n'arrive pas à la banane. Mais ça peut arriver à un deuxième bâton qui est plus long que la première. Et avec la deuxième bâton, il pourra atteindre la banane. Est-ce que le singe pourra donc comprendre que je peux me servir du premier bâton pour apprendre le deuxième bâton et ensuite utiliser le deuxième bâton pour avoir la banane? Donc, dans cette optique-là, on a eu à tester beaucoup d'animaux et il y a eu beaucoup de résultats intéressants. Par exemple, aux États-Unis, une femme chercheuse dans son projet de doctorat a enseigné à un gorille à qui elle a donné le nom de Coco. Vous pouvez trouver ça sur YouTube facilement. Elle a donné le nom de Coco le gorille. Coco le gorille n'avait pas de corde vocale pour parler. Alors elle a enseigné la langue des signes américains. Et Coco le gorille a pu apprendre et comprendre plus de 2000 mots. Vous voyez, un gorille qui arrive à communiquer avec jusqu'à 2000 mots. Alors que nous, on serait en train de simplifier sa capacité. Mais on a remarqué que même s'il peut connaître que ça c'est le signe de table, ça veut dire le mot pour la table, le mot pour la nourriture, le mot pour telle chose, mais lorsqu'on parle de choses comme la peur, comme la colère, comme la haine, qui n'est pas tangible, le gorille n'arrive pas à assimiler. Donc il y a une limite à son degré d'intelligence. Alors que l'être humain comprend ces concepts, y compris des noms intangibles. Il y a maintenant en Afrique un chimpanzé qu'on appelle chimpanzé bonobo. On a attrapé un de ces chimpanzés à qui on a donné le nom de Khanzi. Et Khanzi, elle était beaucoup plus importante, plus intelligente que Coco le gorille. Parce que une de ces chimpanzés qu'on a dressés arrive à prendre des pommes de terre, laver ces pommes de terre, prendre la marmite, laver la marmite, réunir le feu, prendre l'allumette, allumer le feu, poser la marmite sur le feu pour cuire. Je parle là d'un animal. Et ici sur Terre, donc, il y a beaucoup d'indications d'intelligence à travers, si on parle de dauphins, si on parle
d'autres animaux comme la baleine et ainsi de suite, ça serait quelque chose de très particulier. Cheikh, à vous écouter, ça veut dire que l'intelligence concerne aussi bien les humains que les animaux à la base. Oui. Toute créature vivante ou artificielle peut être évaluée en intelligence. Lorsque donc cette manifestation de l'intelligence, comme je viens de dire, ça a la capacité d'assimiler, de comprendre et d'utiliser des informations, lorsque cela s'applique sur un appareil fabriqué, là on parle donc d'une intelligence qui est artificielle. Et il y a des débats aujourd'hui, est-ce que les appareils là donc qui manifestent l'intelligence artificielle sont conscients? Ça c'est encore notre débat, et qui est même dans les tribunaux aux États-Unis aujourd'hui, parce qu'il y a quelqu'un, Google a fabriqué un ordinateur qui s'appelle Lambda, Language Application for Dialogue, Language Model for Dialogue Applications, et justement à un certain niveau, un des ingénieurs est prêt à risquer toute sa carrière pour aller au tribunal pour demander que Lambda soit considéré comme une personne. Alors que cet ordinateur n'a même pas encore incorporé, c'est-à-dire qu'on ne lui a pas donné encore. Il est seulement dans la mémoire d'un ordinateur. Mais lorsque vous entendez le dialogue entre lui et Lambda, vraiment c'est difficile de distinguer entre Lambda et un être humain. Alors est-ce qu'il est conscient, est-ce qu'il n'est pas conscient? Ça c'est notre histoire. Alors, Cheikh, nous allons toujours rester dans la compréhension de l'intelligence artificielle. On a déjà une idée de ce que c'est que l'intelligence, d'ailleurs appliquée aux machines. Maintenant, quel est son historique? Quand est-ce que ça a commencé exactement? Bon, il faut dire que depuis que l'humanité a cherché à exercer et manifester sa vie dans le monde, elle a toujours sollicité des choses qui pourraient lui faciliter la tâche. Mais il faut le dire quand même, que même si les gens ont souvent confondu les performances très spectaculaires des ordinateurs que nous avons vus jusqu'aux années 2000, ces ordinateurs n'étaient pas intelligents. Parce que ce qui s'est passé, c'est que l'être humain doit résoudre le problème au moins une fois, en prévoyant toutes les différentes nuances qui peuvent arriver. Et je me rappelle le moment quand j'étais à l'école dans les années 80, il fallait écrire un programme informatique pour surveiller la flexion d'un pont qui porterait des camions autres qui passent. Et là, dans le programme, vous prévoyez que l'homme va venir pour résoudre le problème. L'ordinateur lui demande, et vous avez spécifié le programme. Ce programme fait telle chose. Vous avez un exemple, et dans le programme, vous dites, il faut lire l'exemple qu'il donne. Si la réponse égale oui, allez sur l'île numéroté, posez ainsi de suite. Donc vous voyez que tout est prévu. Et ce n'est pas l'intelligence, c'est juste une manifestation des programmes que l'homme a déjà placés. En d'autres termes, l'homme résout le problème et l'ordinateur peut répéter à maintes reprises. Même quand c'est des problèmes très compliqués qu'on ne peut pas donner par ligne de code de commande, comme par exemple la peinture d'une voiture, c'est quand on faisait dans le temps, chez les fabricants de voitures, c'est que pour peindre une voiture, on amène un peintre professionnel qui a 20-30 ans d'expérience, il tient le pistolet qui a des additifs qui permettent à l'ordinateur de surveiller chaque détail des mouvements. Il peint une seule voiture, il part, et l'ordinateur répète la même chose à perpétuité. Machallah, là, ce n'est pas l'intelligence, ça c'est l'automatisme. Ça, c'est vers les années 2000. Vers les années 2000. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on peut parler de l'intelligence proprement dite? Justement. Ce système de mécanisme automatique a continué jusqu'à ce que le concept de learning, machine learning et deep learning s'installe. Ça veut dire qu'on permet à l'ordinateur d'apprendre. Et cela avait débuté lorsqu'on a joué un jeu avec le champion mondial d'un jeu asiatique qu'on appelle AlphaGo. C'est quelque chose un peu comme des échecs, mais beaucoup plus compliqué. Et on a personnellement donné à l'ordinateur les règles, comment on joue, et laisser à l'ordinateur de jouer avec lui-même et évaluer chaque fois lequel de ces modules ont gagné et se perfectionner avec le temps jusqu'à ce que lorsque l'ordinateur s'est perfectionné, on a donc affronté le champion mondial. Et le champion mondial a été battu par l'ordinateur pour la première fois. Là, maintenant, nous avons ce qu'on appelle machine learning. C'est-à-dire que lorsque, à ce moment-là, vous posez une question, ou un problème, ou un défi à l'ordinateur, vous ne pouvez plus savoir comment il fait pour arriver à la réponse. Tout comme l'être humain. Et je dois vous dire, parce que les gens simplifient cela, le plus récent des ordinateurs et des programmes intelligents artificiels, c'est quelque chose qu'on appelle ChatGPT 4.
Et lorsqu'on a testé les quotients d'intelligence de ChatGPT, on a trouvé qu'il a un quotient d'intelligence de 155. Je vous signale que l'homme le plus intelligent qu'on a enregistré sur Terre, c'était Einstein, qui était 160. Et actuellement, la moyenne chez les êtres humains, c'est un quotient d'intelligence de 90. Ça veut dire que les ordinateurs sont déjà plus intelligents que l'être humain. Cheikh, il va falloir qu'on vous stoppe d'abord pour essayer de bien comprendre, parce que là, certainement, beaucoup de nos téléspectateurs sont perdus. Comment est-ce possible, Cheikh, qu'une machine réfléchisse, qu'une machine soit intelligente, qu'une machine puisse effectivement faire tout ce que vous dites là, comme si c'était un être humain et parfois plus? Non, mais il faut comprendre que nous avons pu courir plus vite et plus loin que nos muscles. D'abord en utilisant les chevaux, en utilisant après les voitures, les motos, l'avion, tout, même les trucs spatials. Nous avons pu voir plus loin que nos yeux avec la télévision. Nous avons pu entendre plus loin que nos oreilles avec la radio. Alors il était tout à fait temps que nous puissions réfléchir plus loin et plus vite que notre cerveau en essayant de comprendre comment réfléchit le cerveau pour imputer sur une machine ses capacités. Et justement, les ordinateurs avec intelligence artificielle fonctionnent sur un circuit neuronal. Donc ça veut dire qu'ils ont comme base la distribution des circuits nerveux du cerveau humain. C'est ça qu'on utilise pour pouvoir créer le système d'apprentissage qu'ils appellent deep learning, afin de pouvoir arriver à toutes ces tâches qu'il est en train de comprendre. Donc, si vous discutez par exemple avec ChatGPT 4 aujourd'hui, ChatGPT 4 a été formé avec des milliards de terabytes d'informations. En d'autres termes, pour pouvoir former ChatGPT 4 aujourd'hui, qui est à la base de beaucoup d'autres, sans parler de Google Gemini, Google Bard et beaucoup d'autres qui sont venus après lui, on a eu à utiliser toutes les données qui ont existé sur Internet depuis le début d'Internet jusqu'à 2021. Vous imaginez tous les livres publiés, tous les articles du journal publiés, toutes les encyclopédies comme Wikipédia et tous les autres Pédia. Toutes ces informations, cet ordinateur a lu. Donc on ne peut pas trouver quelqu'un, un être humain qui peut avoir de telles informations, d'abord sur sa base de données. Et maintenant, le système neuronal permet de faire le lien entre ces bases de données et ça qui génère donc l'apparence d'intelligence. Et je dis qu'il y a un débat aujourd'hui, est-ce qu'il est sentient, est-ce qu'il est conscient ou pas? Et le procès qui sera aux États-Unis, ce n'est pas ça qui va régler le problème, parce que les gens ont pris le camp et ils se sont tranchés de manière inchangeable. Cheikh, avant de passer à la question suivante, vous personnellement, qu'est-ce que vous pensez? Dites-nous, Cheikh. En tant que chercheur, vous pensez que ces machines-là sont conscientes? Tout dépend de ce qu'on appelle conscient. Non. Parce que pour nous, les religieux, le corps humain est beaucoup plus que seulement le corps mental. Or, l'ordinateur, lui, il a le corps mental. C'est ça qui fait l'intelligence artificielle. Notre corps a la chair qui est faite de plus de 70 000 milliards de cellules. Donc, chaque cellule, les activités qui se passent dedans sont plus nombreuses et plus intenses que les activités dans toute une ville comme Douala. Et ça se passe dans chacune des 70 milliards de cellules du corps. Et l'ensemble de toutes ces cellules constitue ce qu'on appelle le sous-conscient. C'est sous-conscient qui interagit avec un corps énergétique, qu'on appelle souvent le corps éthérique, le corps électromagnétique, que lui interagit directement avec le corps mental qui couvre tout le corps, et tout ça contrôlé par un corps spirituel fixé de notre conscience. L'être humain est très loin de ce qu'on puisse comparer avec la machine. Masha'Allah, quand vous récompensez, Cheikh, certainement on aura l'occasion de revenir avec vous sur ces autres domaines très pointus. Alors maintenant, revenons à l'intelligence artificielle. Cheikh, quels sont donc ces domaines d'application? Comme vous avez entendu, presque tous les domaines d'activité humaine seront appelés tôt ou tard à intégrer l'intelligence artificielle. Ça peut être, par exemple, le domaine, tout ce qui demande le traitement d'informations, l'intelligence artificielle. Il y a par exemple aujourd'hui une radio qu'on appelle Radio GPT. Ça, c'est une radio qui est contrôlée totalement par l'intelligence artificielle. Il n'y a aucun journaliste. Et il règle le programme, il arrange le programme, il diffuse le programme, il prend le feedback. Tout ce qui est information peut être aujourd'hui traité par l'intelligence artificielle. Donc les métiers comme le journalisme, l'écriture des livres, Amazon aujourd'hui a déjà bloqué les gens, vous ne pouvez plus publier plus de 3 livres par jour. Pourquoi? Parce qu'avec l'arrivée de l'intelligence artificielle,
quelqu'un peut publier 100 livres s'il veut. Tout ce que c'est vous donner l'orientation à l'intelligence artificielle, écris-moi un livre sur tel sujet, il peut l'écrire en quelques secondes, un livre de 500 pages. Vous lisez quelques échantillons, vous dites non, je ne suis pas content, donnez plus du mur. Et il le change la même chose en 2 secondes, ça devient autre chose. Donc, l'histoire d'écrire les livres, de faire les articles de journaux, de faire les blog posts dans Internet, et toutes ces choses-là traduisent les documents. Google, par exemple, est en train d'avoir un projet de faire des traductions dans 3000 langues. Donc, cela, ça va complètement changer le monde. Et l'intelligence artificielle qui arrive doit être accompagnée d'autres mesures pour que les gens ne soient pas massivement au chômage. C'est incroyable, Cheikh. Quand on vous entend parler, on a l'impression que vous racontez un conte, alors que c'est effectivement de la réalité. Évidemment. Et si on a assez de temps, je vais essayer de le montrer même avec le simple téléphone, comment l'intelligence artificielle peut arriver jusqu'à atteindre là-dedans. Jazakumullahu khairan, Cheikh, qu'Allah vous récompense. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, nous allons prendre une courte pause. Nous allons vous rejoindre chez vous, autour de vous, au cœur de la société. Retour sur ce plateau de votre émission Vitrine de l'Islam. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, nous sommes en compagnie de notre Cheikh Mohamed Tengoubon, imam, prédicateur, enseignant, combattant dans la lumière. Il est aussi et surtout chercheur au sens propre, comme on s'en se figurer, vous l'avez remarqué depuis le début de cette émission. Avec lui, nous parlons aujourd'hui d'un concept nouveau. Nous parlons de l'intelligence artificielle. Cheikh, nous sommes déjà édifiés, du moins nous avons une idée de ce que c'est que l'intelligence artificielle et ses domaines d'application. Je voudrais vous demander, Cheikh, aujourd'hui, selon vous, quelle est la réalité de l'intelligence artificielle dans notre quotidien? Dans notre quotidien, lorsque vous appelez à certains services dans les bureaux, ce n'est pas un être humain qui vous reçoit, c'est l'intelligence artificielle. Lorsque vous demandez des renseignements auprès de certaines sociétés telles que des banques internationaux et autres, la plupart du temps, c'est l'intelligence artificielle qui vous répond. Et dans certaines administrations des pays qui ont intégré tout ce système-là, c'est l'intelligence artificielle qui vous répond. J'ai souvent l'habitude de dire que quand nous allons pu intégrer ça dans notre fonction publique, ce sera la seule façon de faire partie de la corruption. Parce que l'ordinateur, on ne lui donne pas 500 pour qu'il n'écrit pas certaines choses. Il va, ça va. Donc, sur le plan réglementaire, ce n'est que ça qui bloque. Déjà, technologiquement parlant, la voiture autonome est déjà là. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a la possibilité technologique avec l'intelligence artificielle de fabriquer la voiture qui n'aura pas de chauffeur. Vous appelez la voiture, il vient, vous entrez dans la voiture, vous dites amène-moi dans tel endroit, il conduit, voit la route, il stoppe pour que les passants passent, et ensuite il arrive à la jonction qui clignote. Tout ce que le chauffeur fait. Et on a constaté que le taux de défaillance ou le taux d'accident des voitures contrôlées par l'ordinateur seront beaucoup moins que ceux des opérateurs humains qui conduisent pendant qu'il y a 1000 problèmes, qui réfléchissent dans la tête, tellement insulté, tellement fait des choses. L'intelligence artificielle n'aura pas tous ces problèmes. Et même les feux stop qui créent l'embouteillage pourront être réglés autrement. C'est-à-dire les voitures vont communiquer entre eux de manière à ce qu'il n'y a pas de feux stop. Ils étaient là seulement de manière continuelle. Et vous, vous allez penser que bientôt, on va connaître l'autre, mais non, tout est réglementé à quelques microsecondes de près. L'intelligence artificielle est déjà disponible dans beaucoup. Il y a beaucoup d'ouvrages aujourd'hui qui sortent. On dit 40% de ce qui est écrit déjà sur Terre, comme article, comme livre, sort des résultats d'intelligence artificielle. Et bien sûr, cela nous interpelle parce que notre système éducatif doit changer. Je me rappelle quand un de mes neveux était venu me voir, ayant fini son baccalauréat, et il était intéressé par l'informatique. Il lui a dit, bon, l'informatique a beaucoup de branches. Quelle branche vous intéresse? Il m'a dit. Je lui ai dit que dans cette branche-là, même avant que l'intelligence artificielle ne vienne, c'est ceux qui écrivent le code informatique et les choses comme Windows, comme Word, comme ceci, on ne fait pas ça au Cameroun. Si vous faites cela, quel sera votre usage? Bon, je lui ai dit, je n'ai pas de formation de conseiller d'orientation. Mais nous allons demander à l'intelligence artificielle, qu'est-ce que peut vous conseiller de faire? Et devant lui, sur mon téléphone, j'ai demandé à l'intelligence artificielle qui lui a parlé pendant plus de 10 minutes en disant les différentes filières, quels sont les avantages de telle ou telle partie du téléphone. Je remarque que depuis qu'il a découvert ça, il n'est plus venu vers moi pour demander d'autres questions. Donc, et je vais donc poser la question à la fin. Dites-moi, entre cette intelligence artificielle et votre conseiller d'orientation à l'école, qu'est-ce qui est mieux?
Il m'a dit c'est l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que ce conseiller d'orientation déjà devait avoir ajouté un plus sur son métier, sinon son métier est partant. Cheikh, mais ça fait peur. Non, non. Est-ce qu'il y a envie d'avoir peur? Non, 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 parce que si pour beaucoup de gens, ils se limitent seulement à ce qui se passe sur la simple Terre, mais disons que pour ceux qui sont avertis, beaucoup de planètes ont dépassé cette étape. Et nous sommes appelés à dépasser. Ça peut mal tourner, comme ça peut bien tourner, selon ce qu'on en fait. Parce qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle, c'est une bonne chose, ce n'est qu'un outil. Mais comme Allah a dit, toutes choses, on a créé en double. Voilà, ça veut dire que vous avez le couteau qui peut découper la tomate, qui peut aider à fendre le pain pour mettre le beurre, mais en même temps, ça peut poignarder quelqu'un. Alors, si quelqu'un utilise donc le couteau pour poignarder, est-ce que c'est le couteau qui est mauvais? Non. De même que l'intelligence artificielle, c'est un outil qui peut être utilisé positivement comme négativement, mais la société doit se préparer, la société doit s'ajuster, la société doit accueillir cette intelligence artificielle pour pouvoir bénéficier de l'aspect positif et non être victime de tout ce que ça peut donner comme aspect négatif. Cheikh, son impact est donc grand dans notre vie, dans nos vies. Justement. Aujourd'hui, nous avons eu tendance à régler les choses intellectuellement. C'est-à-dire qu'on suit les 5 sens, ce qu'on entend, ce qu'on voit, on décide et on prend des positions. Mais avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, cela devait être mis de côté. Ça veut dire que notre intuition, notre sensation de cœur, notre requête intérieure devait maintenant être prépondérant dans nos prises de décision. Je donne un exemple. Aujourd'hui, c'est bien possible de voir un président en train de donner un discours avec sa voix, alors que ce n'est pas lui. Quelqu'un a utilisé sa voix, clonée par l'intelligence artificielle, il a utilisé sa photo. Je peux même vous donner un site, synthesia.io. Vous allez là-bas, vous pouvez monter votre photo et vous allez paraître comme un journaliste qui lit le journal sur la télévision. Vous fournissez quel texte vous voulez. Et avec l'évolution de l'intelligence artificielle aujourd'hui, on peut même y ajouter des tons émotionnels pour montrer la tristesse, pour montrer la colère, pour montrer dans la parole. Aujourd'hui, il est même possible, avec l'intelligence artificielle, de fabriquer des masques de telle sorte qu'on remplace quelqu'un dans une réunion quand ce n'est pas lui, en imprimant avec l'imprimante 3D, une masque qui va faire en sorte que même la maman de la personne va se tromper que c'est son fils. Ça, c'est avec l'intelligence artificielle. Ça veut dire que ce qu'on voit, on ne peut plus se fier à ce qu'on voit. Parce que tout peut être truqué par l'intelligence artificielle. Cheikh, Allah vous récompense déjà pour cet éclairage. Cheikh, nous sommes en Afrique, oui. Nous sommes au Cameroun. Oui. Mais est-ce que ça nous concerne réellement? Ah, mais pourquoi pas? Parce que ici, là, au Cameroun, c'est encore plus grave parce que les gens ne sont pas avertis. Et ils peuvent recevoir un coup de fil disant que c'est son fils. Parce qu'il a entendu la voix de son fils, lui demandant de transférer. Ça, c'est le côté négatif déjà. Je suis coincé ici, envoie-moi 2 millions. Alors que ce n'est pas le fils, c'est un clone de voix. On peut trouver quelqu'un dans une campagne politique, on monte un homme politique dans un truc de bordel. Alors que ce n'est pas là. Le temps d'enquêter après pour voir que ce n'était pas lui, tout ça, il a déjà perdu les élections. Donc il faut préparer déjà, que le public elle-même soit préparé à ne plus se fier seulement aux apparences. Et il y en a beaucoup sur Internet où on voit beaucoup de choses. On entend beaucoup de paroles. Moi, j'ai vu la démission de beaucoup de présidents. Et certains m'ont dit que non, il faut d'abord attendre pour voir. Ça peut être ce qu'on appelle CGI, c'est-à-dire que Computer Generated Image. On a seulement pris sa photo, on a pris sa voix, on génère ce qu'on veut. Et donc, comme il n'y a pas encore, c'est un nouveau domaine qui est venu, il n'y a pas encore de lois, en dehors des anciennes lois qui parlent de faux et de ce genre de choses, pour pouvoir arriver à contrôler l'intelligence artificielle. Et sans parler d'autres aspects négatifs que nous pouvons imaginer, tels que, il y a par exemple Harmony. Harmony, c'est un pupille articulé intelligent qui, malheureusement, est fait pour la pornographie. C'est-à-dire que quelqu'un qui veut une femme programmable et configurable, elle va acheter Harmony. Et de données plus que j'ai entendu, c'était autour de $6 000. Vous savez, ça c'est le côté pervers de l'intelligence artificielle. Et il y a aussi le fait que l'intelligence artificielle peut conduire à plus de guerres. Parce que lorsqu'on incorpore l'intelligence dans un corps, comme ça se passe par exemple avec le robot Sophia ou le robot NK,
le robot Sophia a fait une conférence de presse en Arabie Saoudite dans laquelle elle a répondu aux questions d'un journaliste pendant bien longtemps devant toute une foule. Et le prince bin Salman avait ordonné qu'on a donné à Sophia le premier citoyen, le premier robot à être donné la citoyenneté saoudienne. Et Sophia a répondu à toutes les questions en temps et travers. Elle peut tenir une conférence de presse. Alors que dans elle, il n'y a que les fils. Ça veut dire qu'il y a eu des échanges. Oui, il y a des échanges. Les journalistes posent des questions, logique. Elle répond. Oui, tout est logique et compatible. C'est incroyable, Cheikh. Vous parlez de ça simplement, mais en réalité, on a en face de nous un robot, une machine avec qui on converse normalement, oui. On pose des questions, la machine répond. Oui, mettez par exemple le mot-clé Sophia in Saudi Arabia ou bien Sophia à Al Jazeera. Vous allez trouver une interview que Sophia a donnée avec une journaliste de Al Jazeera qui a démontré les capacités qu'un robot a fait. Et je ne vois pas si qu'un professeur d'université aurait eu une meilleure performance que Sophia a eu dans cette interview. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, qu'Allah vous récompense, Cheikh, pour cet éclairage. Je voudrais déjà maintenant m'adresser à l'enseignant que vous êtes, à l'imam que vous êtes, au prédicateur que vous êtes, Cheikh. Quel est le regard de notre religion par rapport à cette innovation technologique? Bon, ce que je peux dire, les musulmans sont très célèbres à être souvent les derniers à embrasser de nouvelles technologies. Alors, et comme c'est encore nouveau, on n'en parle pas parce que beaucoup ne sont pas au courant, mais on devait s'attendre d'abord à un premier rejet. Il y aura dans bientôt beaucoup de bid'at ou dalala qui vont sortir de gauche à droite parce que des gens vont innover. D'autres vont faire des robots qui enseignent à prier. D'autres vont faire beaucoup de choses comme ça. Et pourquoi peut-être certains aventurer jusqu'à même faire des imams robots. Alors, il faut déjà voir que quand cela va venir, les gens ne seront pas d'un même accord si cela doit être fait ou pas et dans quelles circonstances. Voilà les choses que on doit déjà commencer à réfléchir maintenant. Donc, une fois que cette passe passée, parce que regardez ce qui a eu lieu avec la télévision, déjà nous avions l'imprimerie, loin au XVIIIe siècle. Pendant qu'on fabriquait déjà les premières machines à imprimer en latin avec les lettres ABCD, nos frères musulmans qui à l'époque écrivaient avec l'arabe ont hésité. Ils ont vu que la façon d'écrire avec la langue va durer une éternité. La conséquence, les premières imprimeries qui sont sorties ont été des imprimeries qui imprimaient les livres latins. Cela a vulgarisé les livres qui étaient avant ça écrits à la langue, donc beaucoup de livres. Les livres étaient acquérir un livre était une chose rare, mais jusqu'on a inventé l'imprimerie, et donc les premières imprimeries étaient en latin, ça a multiplier les livres en latin et donc vulgariser cette langue et cette forme d'écriture et anéantir, obscurcir l'arabe depuis ce temps-là. Deuxième chose qui est revenue, c'est la télévision. Et je me rappelle que le roi Saoud était obligé d'envoyer la police avec des gaz lacrymogènes pour disperser les foules qui voulaient brûler les nouvelles stations de télévision qu'on construisait. Parce que, soi-disant, certains imams auront dit que le prophète sallallahu a dit que les anges du corps n'entrent pas là où il y a des photos. Donc, il faut... Alors, une fois que la foule a été dispersée et qu'on a, à force militaire, on a construit la station de télévision, le roi Saoud a ordonné ceci. Pendant 2 semaines au moins, je ne vais entendre que la lecture du Coran sur cette station. Soit les enfants qui lisent, la lecture dans la mosquée, et ainsi de suite. Au bout de 2 semaines, ils appellent le conseil des ulama. Ils demandent que ce qui s'est passé ces dernières semaines dans notre nouvelle station de télévision, c'était mauvaise. Ils disent que non, Majesté, si c'est comme ça qu'on va utiliser la télévision, c'est que ce n'est pas mauvais. Alors il dit, donc le problème n'est pas la télévision, le problème c'est ce qu'on en fait. Et c'est vrai pour toute autre chose. C'est vrai pour le fusil, c'est vrai pour le couteau, c'est vrai pour la voiture. On peut se conduire, aller se porter pour aller, mais on peut aussi cogner quelqu'un pour le tuer. Donc l'intelligence artificielle, c'est la même chose. Et ça dépendra de qui s'en sert. Et alors, il faut que nous anticipons déjà que, comme ça sort et que l'innovation est en train de multiplier, il va y avoir le moment où les gens vont s'en servir pour apprendre l'islam. Et la base de données qui est en train de se forger aujourd'hui, avec lequel on entraîne et qu'on enseigne ces programmes d'intelligence artificielle, les musulmans ont intérêt à être acteurs et parties prenantes pour influencer quelle direction et quel genre de réponse ces ordinateurs vont donner demain. En un mot, il faut donc s'approprier de l'intelligence artificielle. Justement. Donc il faut qu'on devienne des acteurs
plein dedans et non regarder comme si c'est une chose qui va venir et passer. Ça ne va pas disparaître. Quand ça vient là, ça viendra de plus en plus pertinemment. Barakallahu Fik, Cheikh, Allah vous récompense. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, nous allons marquer une autre pause et nous reviendrons juste après pour continuer avec notre invité. Cheikh Mohamed Ngoubong, c'est son nom. Il est imam, prédicateur, combattant dans la lumière et surtout chercheur, mesdames, mademoiselles, messieurs. Avec lui, nous parlons aujourd'hui de l'intelligence artificielle. Cheikh, l'intelligence artificielle, c'est une réalité. On a l'impression que c'est tombé du ciel, Cheikh, aujourd'hui. Non, évidemment. Nous sommes au tout début. Parce que l'intelligence, le quotient d'intelligence de ChatGPT a évolué d'autour de 80 à 155 en 3 mois ou 6 mois. Et depuis là, il y a eu encore d'autres, parce que ChatGPT, c'est des choses il y a de cela 3 mois. Aujourd'hui, il y a Google Bard, il y a Gemini, qui est notre programme d'intelligence artificielle qui a été fait par Google, que lui, il est multiplateforme. Parce que la plupart des logiciels d'intelligence artificielle ont été ce qu'on appelle Large Language Model. Ça veut dire que quand on dit GPT, c'est Generative Pre-trained Transformer. C'est parti à base des textes, des écrits. C'est par là que ça a commencé. Mais avec Google Gemini, nous ne nous basons plus rien que sur les écrits, même l'audio, même le visuel, l'audiovisuel, même toutes les autres formes sensorielles vont être inclus. Avec l'intelligence artificielle, vous pouvez rencontrer un policier chinois en Chine, comme ils sont très impliqués dans la surveillance, parce qu'en 2020, il y a eu plus de 624 millions de caméras de surveillance en Chine, le tout lié aux ordinateurs avec l'intelligence artificielle. Donc certains sont liés aux lunettes portées par la police. Quand il vous stoppe, l'intelligence artificielle va reconnaître votre visage et va donner un nom, donner tout votre historique. Vous êtes entré en Chine, tous ces détails. Donc, l'intelligence artificielle permet de surveiller l'utilisation des réseaux sociaux pour pouvoir déterminer les goûts et les consommations afin de savoir quel produit proposer à qui. Dans bientôt, les machines risquent de nous gouverner dans le monde. Bon, il y a donc ceux qui craignent, que si aujourd'hui l'ordinateur est déjà plus intelligent que l'homme moyen, et que si ça double encore plusieurs fois, en quelques années, on risque d'assister à des machines qui sont 1000 fois plus intelligentes que l'être humain. Alors, rien ne les empêchera de prendre contrôle parce qu'on ne sera même pas assez intelligent pour les voir faire. Et qu'est-ce que donc on peut faire pour éviter cela? C'est là où plusieurs personnes proposent des différentes solutions réglementées. D'autres, comme Elon Musk par exemple, lui propose plutôt la fusion. Parce qu'il a créé une société Neuralink où on pourra mettre des implants dans les têtes des gens. Ça, c'est déjà se fusionner avec l'ordinateur. L'ordinateur ne pourra donc pas nous écraser parce qu'on fait déjà pas un seul corps ensemble. Et sur ce débat-là, c'est encore en plein élan et on ne sait pas dans quelle direction l'humanité va virer collectivement. Mais moi, personnellement, je suis contre les implants. Cheikh, est-ce que l'humanité ne peut pas s'appuyer sur l'islam, sur la religion, pour pouvoir éviter ces dérives? Maintenant, nous avons accepté un système capitaliste. Alors, il y a des gens qui proposent que faisons un moratoire. On garde 3 mois, on ne touche plus à l'intelligence artificielle. Réunissons-nous pour voir comment on peut réglementer pour éviter que ceci ne tourne au vinaigre. Mais Google va dire que non, OpenAI a fait ChatGPT 4. Si je ne fais rien maintenant, c'est la fin de mon entreprise. Ou bien, sur le plan de concurrence inter-État, la Chine va dire que voilà, ça c'est un domaine dans lequel je peux facilement être dirigeant du monde parce que ça ne demande pas beaucoup d'infrastructures et beaucoup de lourdes industries. Alors si je laisse un petit temps, l'Amérique ou les autres vont prendre le dessus. Non, moi je dois continuer. Alors comment faire pour que l'humanité puisse être en commun accord sur ce qu'on doit faire? Étant donné qu'il y a des intérêts financiers, des intérêts militaires stratégiques, des intérêts géopolitiques, des intérêts même de domination, des intérêts de veille d'Africains. Alors voilà le grand problème. Donc on espère seulement que pour que ça puisse être influencé, les musulmans doivent d'abord rejoindre le train afin de pouvoir maintenant à l'intérieur dire aux gens que voilà, l'islam a prévu telle chose.
Si on ne fait pas selon l'islam, voilà là où le monde va aller. Pour l'instant, parler comme un spectateur, ça ne va rien donner. Alors, Cheikh, en parlant donc de l'islam et de l'intelligence artificielle, est-ce que l'intelligence artificielle va donc améliorer l'apprentissage de cette religion et même sa pratique? Ah là, dans la situation qui se trouve là, nous évoluons vers une dérive. Comme je dis, l'intelligence artificielle, c'est une phase dans l'évolution de la planète. Et beaucoup d'autres planètes ont traversé ces phases. Et il y en a certaines personnes qui ont eu la vision, qui ont essayé d'anticiper certaines choses. Ils ont commencé à formuler déjà un modèle de société qui pourra bien fonctionner avec l'intelligence artificielle comme ça se passe ailleurs. Parce qu'ailleurs, les tâches comme faire le champ et toutes ces choses-là sont déjà automatisées. Les êtres humains ne sont pas là-dedans. Et c'est là où nous évoluons. Mais il va falloir que l'humanité et son mode de vie soit de telle sorte que ça ne causera préjudice à personne. Et pour que cela arrive, le mode de société qui est proposé déjà, qui se passe déjà ailleurs, c'est un monde sans frontières, c'est-à-dire un monde où il y aura à la longue une première période de 5 ans où il y aura l'argent universel digital, mais après ça, l'argent disparaît. Donc il n'y a plus d'argent, comme ça se passe dans beaucoup d'autres endroits. Mais le problème, moi j'ai essayé de faire part de ce mouvement et j'ai même fait une vidéoconférence avec eux une fois. Ils ont utilisé l'intelligence artificielle pour traduire ça en 150 langues, donc diffusé dans le monde. Quand je voyais certaines de mes vidéos dans certaines langues que j'ignore quelle langue c'est, je voyais 2000 personnes qui ont téléchargé. Bon, ça c'est les effets de l'intelligence artificielle. Mais quand j'ai regardé, ils ont pris le soin d'incorporer les gens de toutes les religions. Mais les musulmans qui ont été les premiers à faire le pas pour entrer dedans et qui étaient majoritaires, donc j'ai obligé de sortir parce que j'étais complètement écrasé, c'est plutôt une qualité de musulmans qui présentait une face de l'islam qui est loin de l'islam qu'on connaît dans le monde, dans lequel on appelle certains sahaba plutôt avec des insultes et des choses comme ça là. Et pourquoi ils ont pu faire ça? Parce qu'ils étaient les premiers à découvrir. Donc si les autres musulmans, si moi je n'étais pas le seul, mais il y avait beaucoup d'autres imams qui étaient dedans, on allait faire le poids et orienter la chose vers l'islam comme nous connaissons, et non l'islam comme on doit dire qu'on appelle le nom d'Omar, et ça suit plutôt que c'est un mushrik et des choses comme ça là. Donc voilà pourquoi il est important et pertinent que les musulmans joignent le train aussi vite que possible, pour que ce train ne soit pas joint par d'autres musulmans peu recommandables, pour orienter la chose d'une manière à terminer maintenant l'islam. Parce qu'avec l'intelligence artificielle, on va reprendre, je vous ai dit, on a traduit ça en 150 langues, ça c'est l'aide de l'intelligence artificielle. Avec l'intelligence artificielle, cette interview qu'on est en train de faire, on peut le faire, comment dire, que ça sort d'autre part, où on va me voir parler, on va voir les articulations et tout en chinois. Cheikh, tout à l'heure vous avez parlé d'intégrer, d'être acteur dans la promotion de l'intelligence artificielle. Comment est-ce que les musulmans doivent se déployer? En se plaignant déjà de ce qui existe. Combien de musulmans utilisent même la partie de l'intelligence artificielle qui est sur leur téléphone? Si vous permettez, je peux faire une petite illustration. Allez-y, allez-y. Très simple, parce que comme je vois vous regardez le temps très sérieusement, je ne veux pas amener quelque chose qui va créer beaucoup de... Hello computer, how are you today? I'm okay. Thank you for asking. Tell me computer, what's the weather going to be like today? It'll be partly cloudy, with a high of 33 and a low of 24. Right now it's 33 and partly cloudy. Computer, I'd like to eat some food. Is there any restaurant near here? I found a few places near you. Et là, il montre les différentes localisations des restaurants qui se trouvent dans les parages. How can I get there on foot? Here's what I found. Il me montre le parcours, comment faire pour arriver à cette chaîne de télévision, de restaurants. Can you speak French? Ok, je vous répondrai en français à partir de maintenant. Quelle est la population du Cameroun? En 2021, le Cameroun comptait 27 198 628 habitants. Comment est-ce que je m'appelle? Vous vous appelez Cheikh Mohamed Ongoubong.
Cheikh, c'est impressionnant. Donc là, c'est un très petit, ce n'est pas le... ça, on peut dire que son quotient d'intelligence se trouve autour de 40 ou 50. C'est les anciennes versions. Mais comme on voulait corriger, parce que si elle pose une question à une nouvelle version, elle va donner une dissertation. Et ça fait même maintenant un dérapage dans nos écoles. Ça veut dire que quand j'enseigne à la maison, j'évite de donner parfois certaines informations aux enfants qui viennent, parce que sinon, plus personne ne va faire le devoir. Lorsque le professeur va écrire une dissertation sur tel sujet, les enfants vont seulement demander à l'intelligence artificielle de le faire. Et dans ce cas-là, ils n'apprendront rien. Donc on voit donc que même la façon d'enseigner va changer. Parce que cette intelligence artificielle ne va pas disparaître. Machallah, Cheikh, qu'Allah vous récompense de la plus belle des manières. L'intelligence artificielle est là aujourd'hui devant nous, c'est une réalité. On a l'impression que c'est tombé sur nous, on n'y peut rien véritablement. Cheikh, comment donc faire à titre individuel pour tout ce qui nous regarde afin de profiter au maximum de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire éviter les dérives, mais aussi profiter de ce qui est à l'intérieur? Il n'y a rien de mieux que de s'informer. Obtenons le maximum d'informations sur l'intelligence artificielle. Comprenons que l'intelligence artificielle va venir niveler le terrain de jeu pour tout le monde. Certaines personnes qui n'ont pas acquis certaines compétences, faute de moyens, faute de maladies ou de circonstances, parce que ça n'existait pas dans sa partie du monde, aujourd'hui, pour acquérir une compétence, que ce soit l'apprentissage, je crois que ce soit comme compétence, on n'a plus besoin de 10 000 heures, comme on a souvent estimé. Mais avec l'intelligence artificielle, on peut le faire. Si vous n'êtes pas informaticien, vous n'avez pas besoin d'être informaticien pour écrire un programme informatique aujourd'hui. Vous pouvez demander à un programme d'intelligence artificielle de le faire. Mais bien sûr, quelqu'un qui est informaticien va le faire beaucoup mieux. Alors voilà pourquoi ceux-là donc qui vont survivre dans ces périodes de transition, ce seraient les premiers à acquérir l'utilisation de l'intelligence artificielle. Si vous êtes journaliste, vous écrivez des articles pour les journaux, sachez que avant, vous mettrez peut-être une journée ou deux pour sortir un grand article. Avec l'intelligence artificielle, vous allez le faire en 30 minutes ou 15 minutes. Ça fait donc que pendant les 2 jours-là, vous serez avec l'intelligence artificielle maintenant capable de produire 10 ou 20 journaux, articles, alors qu'avant, vous produisez un seul. Et si vous ne le faites pas, quelqu'un d'autre qui va le faire, c'est lui qui va gagner. Parce que le fait qu'il produise 20 dans le même temps, lui permettra de demander moins comme paiement pour cela, et vous allez très vite être déclassé. Machallah, qu'Allah vous récompense une fois de plus. Cheikh, ça ne fait donc que commencer. L'intelligence artificielle va s'étendre sans doute les années à venir. Il est important que chacun se prépare convenablement. Cheikh Mohamed Ngoubon, vous êtes imam, vous êtes prédicateur, vous êtes chercheur, vous étiez notre invité. Qu'Allah vous récompense une fois de plus. Alors s'il vous était donné de vous adresser à nos téléspectateurs, quel diriez-vous comme dernier mot? Je dirais la toute première chose que l'ange Gabriel nous a apporté, c'est Iqra, lis. Alors, je vous encourage de lire pour être au courant de ce qui se passe dans le monde. Nous sommes dans la période de réveil. L'histoire du monde a été écrite par le vainqueur, donc toutes les histoires sont fausses. Et il va falloir beaucoup lire maintenant pour déchiffrer ce qui est vrai et enlever le lavage du cerveau que nous avait donné par le passé à nous enseignants le faux. Pour cela, il faut lire. Malheureusement, notre communauté ne semble pas être très pressée. Si bien c'est qu'on a donné un proverbe que quelqu'un a pris un imam, a pris un prêt chez quelqu'un et de lui remettre une certaine date. Cette date-là, il est venu chez lui. Et comme il y avait des invités, il ne voulait pas qu'on sache qu'il avait prêté l'argent, il a glissé ça dans le Coran et puis il est parti. La personne a attendu 1 an, ayant honte d'aller demander à l'imam que, l'imam, depuis vous avez pris l'argent, c'est comment? Au bout d'1 an, il prend son courage, donc il demande à l'imam que depuis 1 an, vous avez pris ton argent, vous ne dites rien. Il dit que j'avais dit 1 semaine plus tard, je suis venu, j'ai mis dans le Coran. Ça veut dire que depuis 1 an, vous n'avez pas ouvert le Coran, parce que si vous avez ouvert le Coran, vous devez voir l'argent là. C'est un exemple typique de notre communauté. On ne veut pas lire. J'ai eu à être acteur dans la production des journaux islamiques ici. On a commencé avec Al-Oumma, après c'était An-Nour. Et je vous assure que ceux qui achetaient ces journaux-là, c'était plutôt des non-musulmans. Il faut que nous changions d'attitude, qu'on commence à respecter, que l'ange a dit Iqra, qu'on commence à lire.
Parce qu'on ne pourra rien faire sur l'intelligence artificielle si on ne se donne pas à lire pour comprendre ce qui se passe autour de nous. Il faut donc lire, il faut s'informer, mesdames, mademoiselles, messieurs, et nous allons donc vous laisser sur ces versets. Allah exalté soit-il dit Iqra, il s'adresse donc au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et par ricochet à l'humanité entière. Iqra, lis. Nous allons donc vous laisser, mesdames, mademoiselles, messieurs, vous donner rendez-vous vendredi prochain lorsqu'il sera 16h, heure du Cameroun, ou alors dans le cadre de la rediffusion à 6h30 le samedi. D'ici là, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Cramponnez-vous au câble d'Allah et ne vous divisez point. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My